Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de l'immigration. Et cette semaine, on va parler d'un quelque chose d'un petit peu différent. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur les raisons pour lesquelles vous devriez vivre une expérience à l'étranger. Après cette vidéo, je me suis dit que ça serait bien que je vous propose des suggestions sur comment vivre cette expérience à l'étranger. Parce que comme je le disais il y a quelques semaines, vivre à l'étranger, ça n'a pas forcément à être permanent comme vous pouvez le voir de plus en plus sur les réseaux. On voit beaucoup de gens qui quittent tout pour reconstruire une nouvelle vie dans un autre pays. Mais en fait, vivre une expérience à l'étranger, ça peut se vivre de plusieurs façons et surtout de façon temporaire. Dans cette vidéo, ce que je veux vous partager, c'est des solutions temporaires. Alors, il y en a certaines où c'est des solutions que vous pourrez prolonger, mais je ne vais pas traiter de la résidence permanente, par exemple, comme on a ici au Canada. Et je ne vais pas parler des visas et des solutions qu'on peut avoir à travers le monde pour partir de manière un petit peu plus permanente. Là, aujourd'hui, c'est vraiment des façons de partir sur du court terme, du moyen terme. Je vais aussi vous proposer différentes options, des options pour les plus jeunes, des options pour les étudiants, des options pour les adultes. Dans cette liste, j'ai des options qui sont beaucoup plus encadrées, mais j'ai aussi des options où vous avez beaucoup plus de flexibilité. Donc à chaque fois, je vais aussi vous donner les avantages selon moi. Bien sûr, ça dépend juste de mon point de vue, donc c'est possible que vous ne soyez pas d'accord. Mon objectif avec cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion pour vous lancer dans l'aventure de la vie à l'étranger si ça vous intéresse et de vous donner peut-être quelques informations que vous n'aviez pas. Après, je ne vais pas rentrer hyper profond dans le détail de chaque option, mais je vais mettre les liens dans la barre de description, les liens qui m'ont aidé pour les ressources. Comme ça, vous pourrez après faire de plus amples recherches. L'option numéro 1, évidemment, je dois commencer par ça puisque c'est ce que j'ai fait, c'est le PVT, le permis vacances-travail. En anglais, ça s'appelle le Work Holiday Visa. Attention parce que les conditions changent suivant votre pays d'origine, le pays dont vous avez le passeport. Donc si vous avez un passeport français mais que vous avez aussi un passeport belge, par exemple, vous pourrez jouer sur les deux tableaux. Mais là, je vais parler pour les Français et je vous inviterai à faire les recherches, savoir si votre pays propose aussi ce visa et quelles sont les conditions. Parce que par exemple, la plus grosse différence, là tout de suite qui me vient, c'est que le PVT Canada pour les Français, c'est 2 ans, alors que pour les Belges, c'est 1 an. Mais quand moi je suis arrivée ici, c'était qu'1 an, c'était 2 ans pour les Irlandais. Donc c'est des choses qui sont toujours discutées, j'imagine. Donc c'est possible que ça change un jour. À l'heure actuelle, c'est pas le cas et donc ça, c'est des choses importantes à savoir parce que moi, ce que je vais vous dire, ça se base sur mon expérience en tant que Française, mais je vous invite vraiment à faire vos recherches suivant d'où vous venez. Alors, le PVT, c'est quoi? Vous en avez sûrement déjà entendu parler en fait. Bon, déjà parce que si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo-là, c'est que partir à l'étranger, ça vous intéresse et que c'est un des visas qui est les plus faciles, entre guillemets, à obtenir pour vivre dans un pays étranger. Mais c'est surtout que c'est un visa, en tout cas moi quand j'avais 25 ans, qui était hyper utilisé pour tous les gens qui partaient en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc vous connaissez peut-être pas le nom, mais c'est sûr qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui est parti vivre en Nouvelle-Zélande ou en Australie à un moment donné et qui a utilisé ce visa. À savoir que c'est un visa qui vous donne le droit de rester dans un pays, d'y travailler ou juste de rester en vacances, d'où le nom permis vacances-travail. Vous choisissez, soit vous avez un gros budget et vous avez l'option de voyager à travers le pays sans jamais avoir besoin de travailler. Mais si jamais vous avez besoin de travailler, vous pouvez travailler dans un petit café par exemple pour enflouer les caisses. Mais vous pouvez aussi faire comme moi. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai travaillé tout au long de mon PVT parce que mon objectif à moi, c'était pas de voyager à travers le Canada. Bien que doucement, je commence à visiter un peu plus d'endroits au Canada, c'était pas mon objectif premier quand je suis arrivée ici. Je voulais vraiment acquérir une expérience professionnelle, je voulais apprendre l'anglais, donc mon but c'était vraiment de travailler. C'est souvent le cas d'ailleurs si je veux, bon ça c'est mon analyse à moi, mais les gens qui font un PVT Australie ou Nouvelle-Zélande, en général ils sont beaucoup plus portés sur le côté voyage et un peu moins sur l'expérience professionnelle. Les PVTistes qui viennent au Canada, en général il y a plus le côté professionnel qui est mis en avant. C'est des profils complètement différents, c'est des projets complètement différents. C'est pas pour dire que l'un est mieux que l'autre, c'est juste pour vous donner un petit peu de perspective à travers les années, ce que j'ai vu passer. Mais ça vous offre énormément de flexibilité parce que dans le cas du Canada, en étant français, on peut rester 2 ans. En sachant que si vous veniez en tant que touriste, vous ne pourriez pas rester aussi longtemps parce que vous avez une limite de nombre de jours que vous pouvez rester sur le territoire, mais aussi parce que vous aurez l'option du coup de travailler alors qu'avec un visa touriste, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc ça, c'est une grosse flexibilité que le PVT offre. Le moins bon côté du PVT, et ça c'est seulement le cas pour le Canada si je ne dis pas de bêtises, c'est que c'est un tirage au sort. Pour les autres pays, il y a moins de demandes, donc en général, il y a plus de facilité à l'obtenir
l'obtenir, vous faites une demande en ligne et vous pouvez l'avoir. Les délais changent dans les pays. Il y a certains pays qui vont vous demander de vous rendre à leur ambassade dans votre pays d'origine. Donc vraiment, allez voir les conditions parce que ça change suivant le pays. Et en parlant de pays, je vais vous lire la liste pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Donc pour les Français, on a des accords avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Brésil, la Corée du Sud, le Chili, la Colombie, l'Équateur, Hong Kong, le Mexique, le Pérou, le Japon, Taïwan et l'Uruguay. Et la France aussi, en fait, en échange, nous, on peut recevoir des gens de ces pays-là. Donc les Canadiens qui veulent aller vivre en France ont la possibilité de faire un PVT France. Et là, par contre, c'est pas un tirage au sort parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui le demande. Donc, du moment où on pose son dossier en général, si toutes les pièces sont présentes, il y a de grandes chances que vous ayez votre visa. Comme je vous disais, l'avantage, c'est que vous avez énormément de flexibilité. L'autre avantage aussi, c'est que ça va vous permettre de tester le pays sans avoir un gros engagement. Je disais plutôt dans l'introduction que je n'allais pas parler de la résidence permanente, mais je vais quand même faire un petit comparatif, c'est que la résidence permanente, vous allez investir beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour l'obtenir et ensuite déménager au Canada. Si vous n'avez jamais vécu ici, ça peut être un gros défi, un gros pari, alors qu'en venant en PVT, vous avez l'option de tester en fait si le pays vous plaît et c'est ce que moi j'ai fait, j'ai testé 1 an. Je suis rentrée en France, ça m'a manqué, je suis revenue. Donc je trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir tester un pays sans avoir à se lancer dans de grosses démarches administratives parce que le PVT c'est quand même assez simple à obtenir. C'est juste la partie de tirage au sort qui est compliquée. Sinon le process il est quand même assez simple, il faut s'inscrire, remplir des formulaires, fournir des documents quand on vous les demande. Donc cette partie-là elle est quand même plus simple et au niveau financier c'est aussi beaucoup moins cher que la résidence permanente. On parle de quelques centaines de dollars d'un côté quand on parle de quelques milliers de dollars de l'autre. Donc on n'est vraiment pas sur le même engagement on va dire. Après, c'est sûr que la grosse différence, c'est que le PVT, il expire. Donc, il va falloir trouver un autre visa ou faire la demande de résidence permanente entre-temps, ce que moi, j'ai fait. Alors que la résidence permanente, une fois que vous l'avez juste à la renouveler pour la garder. Donc, c'est vrai que on n'est pas sur le même... encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est juste que je voulais vous donner un petit peu ma perspective, comment moi, je le vois. Honnêtement, quand je suis arrivée, je savais même pas ce que c'était la résidence permanente, donc je risquais pas de la demander. Mais c'est vrai que le PVT, ça permet d'explorer. Et là, je vous donne l'exemple du Canada. Mais j'ai des copines qui l'ont fait en Argentine, j'ai des copains qui l'ont fait en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et c'est incroyable. D'ailleurs, il y a même des gens qui en font plusieurs et qui les enchaînent. Attention parce qu'il y a certains pays où c'est 30 ans la limite et il y a d'autres pays où c'est 35. Après ça, vous ne pouvez plus demander un PVT. Mais attention aussi, c'est que c'est 30 ans ou 35 ans révolus. Donc c'est jusqu'à la veille de vos 36 ans ou à la veille de vos 31 ans. On a fini avec le PVT et on va parler d'une option que j'avais considérée quand j'étais étudiante, c'est Erasmus. Je ne sais pas si on a encore besoin de présenter Erasmus, c'est quand même super connu. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ou que vous ne l'avez pas vu, mais je pense, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu, L'Auberge espagnole, c'est le film qui m'a donné envie de partir en Erasmus. C'est l'histoire d'un Français qui part passer un semestre à Barcelone. C'est ça qui m'a vraiment donné envie en fait de partir et d'explorer le monde et de rencontrer des gens du monde entier parce que j'ai vu la richesse que ça lui a apporté. Je sais que c'est un film, mais en tout cas, je sais qu'il a inspiré des milliers de personnes en France à se lancer dans cette aventure de vie à l'étranger et que Erasmus, en étant étudiant, c'est une option qui est beaucoup plus encadrée que le PVT dont on parlait avant. Pour pouvoir partir, il faut être étudiant européen et vous pouvez partir dans des universités qui sont partenaires. Je trouve que c'est aussi un bon moyen de partir sans prendre trop d'engagement parce que vous pouvez tester la vie sur place, mais aussi avec une facilité à rencontrer du monde parce que c'est vrai que quand on arrive en PVT, on n'a pas du tout de cadre alors que là, en arrivant en Erasmus, vous allez avoir des événements, mais vous allez aussi devoir aller à l'université. Donc, vous allez devoir rencontrer des gens parce que vous allez avoir des gens dans votre classe. C'est beaucoup plus simple de créer des liens quand on part à l'étranger en tant qu'étudiant. Donc, ça, c'est une très, très bonne option si jamais vous êtes étudiant en Europe. La troisième option, c'est aussi une option à laquelle j'avais pensé. Vous allez vous rendre compte que j'avais pensé à pas mal d'options qui sont dans cette liste en fait. C'est de passer une année dans un lycée à l'étranger. J'avais une fille dans ma classe qui revenait d'une année aux États-Unis, ça m'avait donné trop envie. Elle avait passé en fait sa première, l'équivalent de sa première, aux États-Unis. Ensuite, elle était revenue. Et quand j'étais en première aussi, j'avais 2 filles qui venaient de Finlande. Et donc, elles venaient passer leur année dans notre lycée et ça leur permettait d'améliorer leur français, de découvrir la culture. Donc, j'ai trouvé que c'était une super option. Encore une fois, c'est plus encadré parce que vous arrivez dans un lycée, parce que vous faites partie d'un groupe, parce que vous allez rencontrer d'autres étudiants étrangers qui viennent. Je trouvais que c'était un super moyen de partir à l'étranger. J'y ai pensé, mais
J'ai jamais poussé les démarches plus loin. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je pense que j'ai eu cette idée de partir vivre dans un autre pays. À l'époque, c'était les États-Unis parce que c'est ce que je voyais à la télé, parce que mon oncle habite aux États-Unis et que ça me faisait un petit peu rêver. Mais je n'avais pas la maturité nécessaire, je pense, pour faire les recherches et pousser plus loin et aller jusqu'à monter un dossier pour convaincre mes parents. Non, c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait. J'avais pas du tout la maturité nécessaire à ce moment-là. Mais c'est marrant de regarder maintenant en arrière et de me dire, ah oui, en fait, cette envie de partir à l'étranger, elle date pas d'hier, quoi. Le conseil que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est de demander aux professeurs de langue, savoir si ils ont connaissance de programmes qui accompagnent les étudiants pour partir dans un lycée à l'étranger, savoir s'ils ont des retours, savoir s'ils ont des anciens étudiants qui ont participé à ces programmes et avec qui vous pourriez échanger. Regardez bien sûr sur YouTube, sur Internet, il y a plein de ressources, il y a plein de retours pour être sûr que vous trouvez le bon endroit et que vous ne vous retrouviez pas dans un endroit qui ne vous correspond pas du tout, parce que c'est aussi l'occasion de découvrir un endroit qui vous attire, mais il faut aussi être flexible. Après, c'est aussi possible que vous ne puissiez pas choisir la destination, vous pourrez choisir le pays, mais peut-être que les affectations ne seront pas dans exactement l'état que vous voulez, par exemple aux États-Unis, ou la ville que vous voulez si vous allez dans un autre pays. L'avantage de cette formule-là, c'est que vous allez avoir un accompagnement qui va être plus poussé que sur les options d'avant, et encore plus parce que c'est destiné à des lycéens, donc c'est souvent des mineurs, donc c'est beaucoup plus encadré, vous avez des familles d'accueil. Ça n'a rien à voir avec les deux options que j'ai pu vous donner avant, où le PVT, vous êtes livré à vous-même, et Erasmus, il va falloir quand même que vous trouviez un logement vous-même. Je viens d'avoir un éclair et je viens de me rappeler d'une option qui est pourtant que j'ai vu plein de fois autour de moi et que j'ai même pas mis dans ce document-là, c'est d'être assistant de langue dans un pays étranger. On avait une assistante d'espagnol quand on était au collège, elle s'appelle Carmen, on est toujours en contact, et donc bah, ça fait... ça me rajeunit pas, mais ça fait 20 ans, voilà. Ah ouais. Mais décidément, cette vidéo, elle me met un coup de pelle à chaque fois, merci. Hein. Mais en fait, c'est pas la seule personne que je connais, on en a eu d'autres, personnes avec qui on a autant accroché, parce que je dis on, parce que je sais que j'ai d'autres de mes copains et copines de classe de l'époque qui sont toujours en contact avec elle. C'est surtout que, en fait, quand je suis rentrée en France en 2015-2016, je suis allée à Valence et j'ai créé un groupe de running pour les filles parce que je voulais aider les nouvelles arrivantes à Valence à rencontrer des locaux. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des assistants de langue dans les lycées à Valence qui n'avaient pas l'occasion de rencontrer des locaux. En fait, ils avaient beaucoup de choses qui étaient organisées entre eux, mais ils n'avaient pas forcément l'occasion de connecter directement avec des Valentinois. Donc j'avais organisé aussi des événements avec eux. On avait fait d'ailleurs Thanksgiving aussi. On avait fait un événement de langue pour que les gens puissent parler anglais et français. Il y avait même des Italiens qui étaient venus. C'était vraiment vraiment cool. J'en garde un très très bon souvenir. Et je suis toujours aussi en contact, bon, de très loin, grâce au réseau, avec certaines des filles qui étaient en France. La plupart venaient des États-Unis et je vois que quand elles partagent, c'est vraiment un super souvenir qu'elles ont eu leur séjour en France. Donc être assistant de langue dans un autre pays, c'est aussi un bon moyen parce que souvent vous allez être logé par l'école qui vous reçoit, mais vous allez aussi pouvoir participer à des activités avec d'autres assistants parce qu'il y a un réseau d'assistants dans chaque pays. Donc ça veut dire que si vous êtes dans tel coin du pays mais que vous rencontrez quelqu'un qui est à l'autre bout, vous allez pouvoir vous rencontrer chez l'un, chez l'autre pour pouvoir vous faire découvrir chacun votre lieu d'habitation. Mais vous allez aussi pouvoir explorer le reste ensemble. Et même avec les personnes qui vont être dans votre ville. Donc ça, c'est un très très bon moyen de partir vivre à l'étranger. Pareil pour une année scolaire. Et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose que vous pouvez reconduire. Ensuite, je reprends ma liste et on va parler des stages. Les stages à l'étranger, c'est ce que j'ai fait moi aussi pour mon BTS Commerce International. On avait un stage de 2 mois à l'étranger que j'ai choisi de faire en Angleterre. Honnêtement, j'avais envie d'aller en Espagne parce que ça avait l'air beaucoup mieux niveau météo. Mais je parlais déjà espagnol couramment, donc je me suis dit non, ok. Si tu veux vraiment parler anglais un jour, il va falloir que tu te bouges les fesses. Je suis partie passer 2 mois à Stratford, qui est donc en Angleterre. Et il y a quelques semaines, je vous ai posté un vlog où je suis allée à Stratford en Ontario, donc à 2 heures de Toronto. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai dans la barre de description, mais je vous explique en fait que c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de partir à l'étranger. Ce stage de 2 mois en Angleterre, ça a vraiment été un moment charnière pour moi où je me suis dit que j'adorais explorer. Je n'avais pas beaucoup voyagé avant. Donc c'est vraiment un moment important dans tout ce parcours de vie à l'étranger. Vous pouvez choisir un cursus scolaire où vous avez un stage à l'étranger qui est obligatoire, mais en fait, vous pouvez aussi décider de faire votre stage que vous pourriez faire en France, vous pourriez le faire à l'étranger. Je vais vous donner l'exemple de Bruno Maltor avec qui j'ai fait une vidéo il y a quelques mois quand il est venu à Toronto.
C'est un youtubeur français qui explique qu'en fait c'est comme ça qu'il a commencé à voyager parce qu'il était passionné de voyage et qu'il a décidé de faire tous ses stages à l'étranger, que c'était pas simple parce que quand c'est pas rendu obligatoire dans le cursus, vous êtes complètement livré à vous-même pour chercher. Par contre, c'est comme ça qu'il a pu partir visiter plusieurs pays et je crois qu'il a fait le Canada, le Pérou, je crois qu'il a habité dans d'autres pays encore grâce à ses stages. Donc ça c'est un très bon moyen aussi, si jamais vous avez une envie de prolonger ça plus tard, de tester en fait différents endroits, de dire bon bah en fait cet endroit-là il me plaît plus et c'est là que j'ai envie de revenir pour m'installer plus tard. Après si vous n'avez pas envie de vous y installer, c'est pas grave non plus, hein. Je vous dis ça parce que c'est une option mais je vous mets pas la pression, hein. L'avantage de cette solution-là, c'est que ça reste encadré parce que vous avez quand même des dates de départ, de retour, vous avez des choses à faire, tout ça. Par contre, vous avez quand même de la liberté parce que le week-end, vous faites ce que vous voulez, le soir, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous organiser et profiter, voyager. La solution suivante, c'est aussi une solution que j'ai considérée, c'est de partir en tant qu'au pair. Être au pair, c'est quoi? C'est partir dans une famille d'accueil où vous allez être logé et nourri en échange de votre aide avec les enfants et avec les tâches du quotidien. Donc c'est quand même vraiment particulier aussi, il faut être à l'aise avec les enfants, il faut être à l'aise avec le fait que vous allez dépendre des horaires de quelqu'un d'autre et que vous allez devoir aider d'autres personnes. Après, c'est vrai qu'au niveau budget, du coup, c'est plus intéressant aussi parce que vous n'avez pas à payer un logement et vous allez être nourri. Je le fais hyper court, il y a plein de vidéos sur YouTube de gens qui partagent leur expérience en tant qu'au pair, donc je vous recommande vraiment d'aller faire des recherches si c'est quelque chose qui vous intéresse. À savoir qu'il y a une limite au niveau de l'âge, il faut avoir entre 18 et 30 ans. À l'époque, c'est la seule option que je connaissais, j'avais vu des personnes faire ça autour de moi, donc je ne savais pas trop en fait. Vraiment, j'ai exploré toutes les pistes pour partir à l'étranger. J'ai vu des personnes faire ça, mais c'est vrai que le côté de s'occuper d'enfants, c'était pas le truc qui me plaisait le plus parce que j'avais vraiment envie d'explorer. Après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vous faites partie d'un réseau, donc vous allez, comme pour les assistants, pouvoir rencontrer des gens qui font la même chose que vous de partout dans le pays où vous êtes et vous allez pouvoir aller les rencontrer, ils vont pouvoir venir vous voir, vous allez pouvoir découvrir d'autres endroits ensemble. Donc ça, c'est quand même bien parce que vous faites partie d'un réseau. Après, ça dépend aussi de la famille dans laquelle vous tombez parce que si vous tombez dans une famille qui est extra, vous allez avoir une super expérience. Si vous tombez dans une famille qui n'est pas terrible, votre expérience ça va être complètement différente. À savoir que, en tout cas, moi, les recherches que j'avais faites, vous aviez comme des entretiens pour rencontrer les familles. Donc, c'est pas un match au hasard et vous ne savez pas où vous allez vous retrouver. Vous avez des échanges, des entretiens et tout ça. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire des recherches sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui en parlent. La prochaine option, c'est de partir en voyage humanitaire ou en bénévolat. Vous pouvez partir avec des organismes, des associations à travers le monde pour aller aider. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça se fait en France, mais au Canada, je sais que mon ancienne entreprise, MLSI, elle le faisait, où on pouvait, en tant que salarié, partir avec un voyage organisé par la compagnie, où on allait, enfin moi je ne l'ai pas fait, mais ma collègue, elle l'a fait, elle est allée construire des maisons dans un village où ils avaient besoin d'aide, je ne sais plus exactement où c'était en Amérique du Sud, il me semble. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi demander à vos entreprises. Par exemple, l'organisme avec qui je sponsor la petite fille en Jamaïque, c'est aussi quelque chose qu'ils font et qu'ils proposent aux entreprises. Donc, ils organisent en fait le voyage humanitaire. Vous allez être accueillis là-bas, donc vous allez aussi en contact avec les locaux, ce qui est génial si vous voulez en apprendre plus sur la culture. Mais vous allez aussi vous sentir utile parce que vous allez pouvoir les aider sur différents besoins qu'ils ont. La mission est établie avant, donc vous savez ce que vous allez faire. Ça peut être très court, ça peut être une semaine, ça peut être plusieurs mois. J'ai une abonnée qui l'a fait récemment, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus où. Elle a aidé des enfants. Elle m'avait envoyé des messages après en me disant que vraiment ça a été hyper touchant. Je sais aussi que mon grand-père, il en a fait plusieurs quand j'étais petite. Il est parti en Afrique plusieurs fois pour installer l'irrigation pour l'eau parce que c'est quelque chose qu'il faisait dans son travail en fait, qu'il savait faire. Donc il partait avec des copains à lui et ils allaient installer ça. Donc ça c'est quelque chose que je trouve aussi, j'aimerais le faire. Honnêtement, j'aimerais vraiment le faire. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis plusieurs années. J'aimerais bien pouvoir aider parce que je trouve que ça donne du sens à son voyage, ça permet de découvrir une nouvelle culture, ça permet aussi d'en apprendre plus sur les autres et sur soi-même et de se sentir utile. Donc ça, c'est quelque chose que je vous laisserai explorer. Faites bien attention par contre que l'organisme avec qui vous partez soit sérieux. Encore une fois, recherche Google, demandez des entretiens en visio. Moi, quand j'ai choisi l'organisme avec qui je sponsor la petite fille en Jamaïque, ça fera 3 ans en septembre déjà. J'ai eu des appels avec eux au téléphone, j'ai pu échanger par email, j'ai pu poser toutes mes questions. Il n'y avait pas de moment où ils m'ont fait me sentir mal parce que je posais des questions. Parce que je voulais savoir où allait l'argent en fait, que j'allais donner à cette petite fille parce que moi je voulais l'aider et je ne voulais pas que ce soit détourné ou voilà, mis dans des endroits bizarres. Faites plein de recherches sur internet. J'ai un article d'ailleurs qui est
du coup qui répond pas exactement à ça, qui est pour vous aider si jamais vous voulez aussi sponsoriser des enfants à l'étranger, mais c'est un peu le même processus de recherche pour vérifier que l'organisme avec qui vous vous engagez est de confiance. Ensuite, l'autre option, elle s'applique pas forcément que pour l'étranger, mais c'est de faire des remplacements. Et alors cette option, je la connais parce que c'est ce que ma cousine fait et elle vient juste de partir en Nouvelle-Calédonie. Donc, alors comme je vous disais, hein, c'est pas une option qui est valable seulement pour l'étranger, mais ça permet quand même de voyager. Elle est orthophoniste et c'est la deuxième fois qu'elle fait ça, puisqu'elle avait aussi passé 2 ans à La Réunion comme ça, en remplaçant en fait une autre orthophoniste sur ce territoire-là. Donc c'est des échanges. Je ne sais pas exactement quels métiers sont concernés, mais je trouvais que c'était assez intéressant pour l'ajouter dans cette liste parce que c'est possible que parmi tous les gens qui vont regarder cette vidéo, il y ait des orthophonistes, mais aussi qu'il y ait d'autres personnes pour qui c'est possible, sauf que vous ne le savez pas, donc vous n'avez pas fait les recherches. Ça, elle m'a dit aussi ils avaient un groupe Facebook en fait et ils pouvaient mettre des annonces en disant voilà, moi je vais partir 1 an de mon cabinet, j'aimerais avoir quelqu'un qui me remplace, est-ce que ça vous intéresse de venir passer 1 an? Donc là, cette fois-ci, elle part moins longtemps, mais la première fois, elle est partie 1 an qu'elle a renouvelé. Donc ça, c'est aussi une option qui est hyper intéressante parce que ça peut vous permettre de partir dans d'autres pays francophones parce que là, sur des métiers comme ça, si vous n'êtes pas bilingue, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et dans des endroits aussi où votre diplôme est reconnu. Donc voilà, c'est une autre piste qui est moins connue, donc je voulais quand même la mettre dans cette liste. Et avant de clôturer cette partie-là, c'est aussi quelque chose qui est possible pour les profs qui sont retraités par exemple. Dans certains pays, pareil francophones, ils cherchent des professeurs. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des profs retraités en fait qui voyageaient comme ça, qui partaient dans d'autres endroits pour enseigner et comme ça leur permettait de voyager. Et en bossant sur place, ça aide aussi un petit peu avec le budget. L'avantage, c'est que vous n'avez pas d'engagement. L'avantage, c'est que vous arrivez, vous avez un boulot, donc vous avez des rentrées d'argent. L'avantage aussi, c'est que vous allez avoir des collègues de travail, donc vous allez avoir des personnes ressources autour de vous pour vous aider à découvrir l'endroit où vous avez atterri. Donc je trouve que c'est un très très bon moyen et j'en ai rarement entendu parler, à part avec ma cousine, je crois. Donc je me suis dit que ça valait le coup de l'ajouter à cette liste. On arrive à la fin, il nous reste encore 3 options. Et l'option dont on va parler maintenant, c'est le séjour linguistique. Et alors ça, j'en vois plein qui viennent passer des séjours à Toronto de 1, 2, 3, 6 mois pour apprendre l'anglais. Vous avez plusieurs écoles qui proposent ça. Vous avez ILAC à Toronto, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, qui est très très populaire. Vous êtes nombreux à m'écrire sur Instagram en me disant que vous allez en séjour avec eux. L'avantage, c'est que c'est très encadré, donc vous allez avoir des cours la journée, mais vous allez aussi avoir des activités. Mais vous allez aussi pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que vous, mais qui viennent d'un autre pays. Donc vous n'allez pas parler français avec eux, vous allez être forcé de parler anglais. Et donc ça va vous forcer à pratiquer en dehors des cours. Parce que c'est vrai que c'est quand même le plus gros défi quand on arrive dans un pays où on ne parle pas la langue, c'est de trouver des occasions de parler et de pratiquer. Donc là, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez des activités organisées et puis après, vous devenez rapidement copain, copine parce que vous êtes dans la même situation. L'autre jour, j'ai croisé un abonné dans la rue qui était justement avec un Italien, je crois, et je lui dis mais vous vous connaissez depuis quand? Il me dit bah hier, mais en fait, on est tous les deux, on s'entend bien, donc on a décidé de partir explorer la ville ensemble. Donc c'est quand même aussi, encore une fois, beaucoup plus simple quand on est dans des contextes comme ça parce que c'est d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui ont aussi envie de rencontrer des gens, qui ont aussi envie de découvrir, donc vous aurez plus de facilité à trouver de la compagnie. L'avant-dernier point, le VIE, donc c'est le volontariat à l'international en entreprise. Alors ne vous laissez pas avoir par le nom, volontariat, ça ne veut pas dire que c'est du bénévolat, c'est juste le terme qu'ils utilisent. Qu'est-ce que c'est? C'est quand une entreprise française vous envoie dans une de ses branches à l'étranger. Donc ça se fait beaucoup au Canada, j'en vois beaucoup à Toronto, surtout dans le luxe. Et d'ailleurs, mon amie Alexandra, que vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est comme ça qu'elle est venue. Elle n'est pas du tout venue en PVT, elle est venue en VIE avec LVMH, parce qu'elle travaille dans le luxe. Et c'est comme ça en fait qu'elle est arrivée en premier. Je suis allée revoir son LinkedIn avant la vidéo pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Elle a pu ensuite prolonger et après elle a pu aussi changer d'entreprise. Donc après vous pouvez, une fois que vous êtes ici, après vous pouvez avoir d'autres visas et changer. Et maintenant elle est canadienne donc le problème ne se pose plus. Mais j'en ai vu plusieurs et j'en vois encore, là j'en ai vu il n'y a pas longtemps qui étaient, ils sont venus m'acheter un truc je crois. Et ils étaient en VIE aussi. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici, qui se fait beaucoup à travers plein de pays dans le monde. C'est aussi une option que j'avais considérée. Mais vraiment hein, en faisant cette liste je me rends compte que j'ai tout considéré. Hein. Sauf que c'est quelque chose qui est très compétitif aussi parce qu'il y a beaucoup d'options à travers le monde, mais finalement il n'y a pas beaucoup de place par rapport au nombre de personnes qui demandent. L'avantage, c'est que vous allez toujours être payé en euros n'importe où vous soyez dans le monde. L'avantage aussi, c'est que vous bénéficiez toujours de votre sécurité sociale, donc vous êtes couvert à ce niveau-là. L'avantage aussi, c'est que vous arrivez dans un environnement qui est déjà établi, vous avez un boulot, vous savez que vous allez avoir des revenus dès le premier jour quasiment où vous arrivez, donc ça c'est un
Gros avantage par rapport à certaines des autres options, comme on a pu parler avant, que ce soit le bénévolat ou le PVT. Au début, vous n'avez pas d'argent. Donc ça, c'est un gros changement. Puis l'avantage, c'est que vous arrivez déjà dans une entreprise. Donc vous arrivez avec un environnement qui va vous accueillir, un environnement qui va vous aider à vous intégrer. Il y a des cas où on va vous demander déjà de venir travailler dans l'entreprise en France, donc vous aurez déjà les codes de l'entreprise, vous aurez déjà la culture. Vous verrez que c'est un très 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 bon moyen de partir vivre une expérience à l'étranger. À savoir que la durée peut varier entre 6 mois et 24 mois et qu'il faut avoir entre 18 et 28 ans pour en profiter, mais c'est 28 ans révolus aussi. Et la dernière option, c'est le service civique à l'étranger pour les Français et les Européens. C'est des missions qui durent entre 6 mois et 1 an. L'objectif de ce projet, c'est de donner l'accès à la mobilité au plus de jeunes possible, qui puissent aller explorer le monde et qui puissent en apprendre plus sur ce qui se passe en dehors de leurs propres frontières. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est très encadré. Attention par contre, tout ce que j'ai lu en faisant les recherches, c'est aussi qu'il y a beaucoup de frais qui sont à la charge de la personne qui part. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte si jamais vous avez envie de partir sur cette piste-là. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo, mais j'espère vraiment que ça va vous aider parce que ça fait longtemps que c'est dans ma liste et que je repousse. Je suis vraiment contente qu'elle soit filmée et qu'elle soit prête pour vous, pour pouvoir vous lancer dans votre aventure à l'étranger de différentes manières. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre une expérience à l'étranger, que tout le monde n'est pas fait pour partir vivre pour toujours à l'étranger et qu'on a le droit de seulement vouloir partir quelques mois pour aller explorer. Et d'ailleurs, toutes les options que je vous ai données, peuvent se combiner aussi. Vous pouvez très bien partir au lycée et repartir après en Erasmus et partir en PVT et partir en... Voilà. C'est des options qui en plus peuvent se combiner. Là, j'en ai parlé séparément, mais vous pouvez toutes les tester et me faire un retour. Ça va vous prendre des années avant que vous puissiez me faire un retour, mais si jamais vous l'avez déjà fait, par contre, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. Laissez des commentaires, ça aide toujours les personnes qui passent après vous, qui regardent la vidéo. Moi, je sais que je regarde toujours les commentaires quand je cherche sur une vidéo YouTube qui m'intéresse pour voir les témoignages d'autres personnes qui n'ont pas forcément de plateforme et d'endroits où je pourrais trouver leurs témoignages. Donc, c'est très, très utile. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner si ce contenu vous plaît. Vous pouvez aussi, bien sûr, me retrouver sur Instagram. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.